Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal avec ce mouvement d'humeur à l'hôpital Le Dantec. Les travailleurs en sit-in ce matin réclament le paiement des fonds de motivation nationale et les heures supplémentaires. Ils envisagent la semaine prochaine le dépôt d'un préavis de grève. Satisfaction et crainte, les sentiments les mieux partagés des hommes de médias après l'adoption du code de la presse. Vous en entendrez quelques-uns dans ce journal qui souhaitent un meilleur avenir pour la corporation. Macky Sall attendu à Saint-Louis ce jeudi pour doter les 629 pêcheurs rapatriés de la Mauritanie en matériel. Les acteurs du secteur approuvent et attendent plus de l'État pour la redynamisation du secteur de la pêche à Saint-Louis. La 36e édition de la fête de la musique qui coïncide cette année avec le mois béni de Ramadan, l'occasion pour les acteurs culturels de réfléchir sur le développement du secteur de la musique. Et puis en fin de journal, l'invité du 20h, il s'agit de Mbalo Diakam, secrétaire général du SUTSAS. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les travailleurs de l'hôpital Le Dantec en sit-in ce mercredi. Ils réclament le paiement du fonds de motivation nationale et des heures supplémentaires. Ils comptent renouveler le mouvement d'humeur la semaine prochaine, suivi d'un préavis de grève. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Ce mercredi, les travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec ont observé un sitting de 3 heures avec un service minimum pour les urgences. La perspective, ce n'est pas de bloquer le travail, ce n'est pas de paralyser le système. Même si par endroit il est paralysé, ce n'est pas notre vœu. Nous voulons simplement dire au gouvernement, il faut arrêter, il faut nous payer notre dû. D'autant plus que le système de rémunération n'a connu aucune avancée. La raison, le non-paiement de leur fonds de motivation nationale comme des heures supplémentaires, mais aussi du cas des contractuels de la JICA qui sont restés 5 mois sans salaire. Il s'agit notamment du fonds de motivation nationale qui est impayé et qui doit être payé tous les 3 mois à chaque agent. Aujourd'hui, nous en sommes au 2e trimestre de 2017. Même le 2e trimestre a été engagé. Mais pour ce qui est du 1er trimestre, jusqu'à date, il y a des camarades qui n'ont pas perçu pendant que leurs collègues ou leurs homologues ont perçu il y a de cela 2 mois. Nous avons avec ce qu'on appelle les contractuels du programme JICA, parce que le Sénégal et le Japon sont accordés sur une convention de renforcement, disons, des ressources humaines. 1100 agents ont été recrutés et répartis dans les différents postes de santé. C'est pour doubler les postes qui n'ont pas de sage-femme en auront, les postes qui n'ont pas d'infirmiers, qui n'avaient eu de sage-femme ont un infirmier. Voilà 5 mois durant qui sont en train de travailler et qui n'ont pas perçu un seul sou. Face à tous ces maux, ces travailleurs n'épargnent pas d'aller en grève dans les jours à venir. Nous allons organiser un autre sitting le mercredi prochain, ce sera le 28, Inch'Allah, avec service minimum et respect des urgences. Mais le jeudi qui suivra, nous allons déposer un préavis de grève qui pourrait couvrir la période du 27 juillet au 31 décembre 2017. Et nous allons, au moment opportun, disons, nous épancher, nous allons dire effectivement quel sera le contenu de ce préavis de grève et pourquoi nous irons en grève. Donc, les syndicats d'enseignants regroupés au sein de la FEDER s'en prennent au ministre de l'Éducation. Face à la presse, Bakhaoudian et compagnie ont estimé que Serine Baïkam fait dans la sélection partisane pour avoir convié à Sali à des syndicats alors que le dernier mot n'a pas été dit sur l'élection de représentativité dans le secteur de l'enseignement. Écoutons à ce propos les explications de Moussa Diène de l'OIS. Il est interrogé par Mambiram Diouf et Abdoulaye Diallo. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui doit délivrer, alors les résultats définitifs de cette élection, un arrêté le fixant, ça doit être bel et bien le ministère du Travail. Et à l'heure où nous vous parlons, nous n'avons pas encore possession d'un arrêté qui dit qu'effectivement les élections sont terminées et que ces syndicats-là sont dits les plus représentatifs. Ce qui a lieu en tant que responsable, en tant que gouvernement responsable, ministère responsable, c'est justement alors de se tenir aux résultats définitifs qui vont être proclamés par le ministère du Travail. Malheureusement, le ministre Serine Baïkam n'a pas fait ça. Aujourd'hui, il a anticipé. On dirait que lui, il a en tout cas en détention de lui donc les résultats de ces élections qui ne sont pas encore connus des Sénégalais. Parce qu'il a organisé aujourd'hui ce qu'on appelle donc le mouvement national en
donc n'invitant que les syndicats dits donc, en tout cas de manière provisoire, les plus représentatifs. Or, aucun texte ne le lui permet. Nous restons dans l'univers du syndicalisme avec ces nombreux syndicalistes à investir le champ politique. Certains sont même sur les listes en vue des élections législatives. Quelles conséquences pour le bon déroulement des activités des travailleurs? Le politique prend-il le dessus sur le syndicaliste? Élément de réponse dans ce dossier ficelé par Mambiram Diouf et Abdoulaye Diallo. Syndicaliste, elle a eu à occuper le poste de député. Bahaou Diong, investi sur la liste nationale de Wattu Sénégal, dit n'avoir été en aucun moment manipulé par les tenants du pouvoir ou de l'opposition. Au moment où l'on pose le débat sur les syndicalistes qui investissent de plus en plus le champ politique, surtout à la veille des législatives. J'ai été secrétaire général d'un syndicat d'enseignants, secrétaire général adjoint d'une centrale et j'ai été investi de 2007 à 2012 au niveau de l'Assemblée nationale et ça ne m'a pas empêché de faire les deux à la fois. Je ne vois pas la différence entre syndicalistes et politiques. Moi, je ne pense pas qu'aller à l'Assemblée dans ce sens servira à grande chose. Je ne le pense pas. Tout comme son camarade Dambot, Ousmane Diallo évite tout rapprochement avec le pouvoir politique. Moi qui vous parle, toute ma famille est politique, mais je n'ai jamais fait de la politique. Pour moi, le syndicalisme ne rime pas avec. Puisque quand on fait de la politique, et si on est du côté du gouvernement, des fois on ne dit pas ce qu'il faudrait dire. On n'aide pas les gens comme il le faut. Et que ça, c'est une remarque qui a été faite par tout le monde, beaucoup de responsables. On peut accepter un enseignant, un citoyen simple, voter, participer à des activités. Pour Dambo, qui parle de clientélisme politique, au vu des actes que posent certains responsables, la solution c'est d'avoir une large convergence, une sorte de lobby pour défendre les intérêts surtout de l'école. Il y a beaucoup de pays qui ont cela, c'est-à-dire les enseignants organisés dans une seule structure politique et qui disent maintenant à ceux qui veulent gouverner ce pays, voilà ce que nous demandons, voilà nos exigences. Si vous êtes capable de satisfaire à ces exigences-là, nous sommes prêts à voter pour vous. Être syndicaliste tout en défendant corps et âme les intérêts matériels et moraux des travailleurs, tout en gardant sa casquette de politicien, chose impossible pour certains, d'où la rupture que prônent ces derniers. Mambiram Diouf, nous parlons de toute autre chose avec les étudiants apéristes de Djahaï qui ruent dans les brancards. Ils dénoncent le manque d'infrastructures dans leur localité. Face à la presse, ces étudiants disent n'avoir aucun soutien des autorités de la zone pour le développement de leur localité. Compte rendu signé Ousseynou Thiam et Biradiagne. En termes d'infrastructures de base, Djahaï est totalement laissé en rade. Tel est le cri de cœur des étudiants républicains de cette localité qui faisaient face à la presse. Voilà, parce que on a vu les infrastructures qu'on avait commencées. Les travaux de l'hôpital, on l'avait débuté. Jusqu'à présent, on l'a arrêté. On ne sait pas pourquoi. On devait se sentir dans le plan Sénégal émergent. Voilà, maintenant, nous, dans notre localité, on ne s'y sent pas dans le plan Sénégal émergent parce qu'il n'y a aucune infrastructure. Voilà, on s'attendait à ce que les hôpitaux soient prêts. On s'attendait à ce que les routes soient goudronnées. On s'attendait à ce que les besoins des populations soient satisfaits. Donc, il n'y a pas d'assainissement dans la commune, mais aussi il y a un manque d'eau. Dans certaines localités, voilà, les femmes ont du mal à trouver de l'eau. Voilà, elles attendent la nuit pour chercher de l'eau. Alors ce qui est vraiment déplorable dans une commune qui n'est pas très loin de Dakar. Ces jeunes de Djahaï soutiennent n'avoir bénéficié qu'au soutien des autorités résidentes dans la zone pour le développement de leur localité. Omar Gueye est le patron des 4C. Personnellement, moi je ne connais pas Omar Gueye. Et nous aussi, les mouvements des élèves et étudiants républicains, on ne connaît pas Omar Gueye. Parce que jusqu'à présent, il n'est pas venu dans notre commune. Et ça fait près de 10 ans. L'idée de développer notre commune est survenue. Aucun responsable politique n'est venu ici, voilà, pour soutenir la population djahaïoise. Voilà, donc les autorités ont laissé en rade notre commune. Et ce qui est vraiment déplorable. Jeunes qui estiment que le peu de réalisation dans cette localité est l'œuvre de la municipalité, ils invitent les autorités à se pencher sur le développement de Djahaï et de ses localités environnantes.
Soupçon de report, tentative de tripatouillage des élections législatives. La coalition gagnante Wattu-Sénégal tire la sonnette d'alarme et met en garde l'autorité chargée de l'organisation des élections. Selon elle, les cartes découvertes à Kaolack et la pléthore de listes n'augurent pas la tenue des joutes électorales transparentes. La coalition gagnante a organisé en logo avec la presse. C'était ce mardi. Compte rendu signé Adi Atala et Aboubacar Kamara. La coalition gagnante Wattu-Sénégal soupçonne le tripatouillage du processus électoral et sonne l'alerte. Selon l'organisation, la distribution des cartes d'électeurs laisse à désirer et l'inflation des listes aussi inquiète. Extrait. Cette fois-ci, c'est différent puisque ces élections législatives ont lieu 5 ans après l'arrivée du président Macky Sall à la tête de l'État. Donc, il ne peut plus parler de grâce et les déceptions sont nombreuses et variées. Et par conséquent, forcément, l'usure du pouvoir se fait sentir. Les difficultés pour retirer les cartes également sont à signaler. Le gouvernement est appelé à distribuer, à mettre à la disposition des Sénégalais les 6 500 000 cartes. Il faut que toutes les cartes soient mises à disposition à temps pour que les Sénégalais puissent aller retirer leurs cartes et pouvoir voter le 30 juillet prochain. Mamoudou Diop Decroix et ses camarades mettent en garde l'autorité chargée de l'organisation des élections contre toute tentative de report de celle-ci. Nous nous sommes aussi laissés dire que l'objectif l'un dans l'autre est de reporter les élections. Ce serait difficile d'y croire, mais si le régime était tenté de reporter les élections, il faut comprendre que nous nous opposerions fermement à cela, parce que le Sénégal doit continuer à rester un état de droit. Nous lançons un appel, vraiment au nom de quand même tous les leaders, je ne les ai pas consultés, mais je suis sûr que c'est leur avis. Nous lançons un appel pour que ces élections, on y aille de façon transparente, pour qu'elles soient libres, honnêtes et sincères. Interpellé sur le retour de sa tête de liste nationale, Maître Abdoulaye Wade, la coalition déclare que l'opinion sera tenue informée le moment venu. Et sûrement, ce sera avant le début de la campagne prévue le 9 juillet prochain. Adi Atala, Omar Wali Zoumarou du CELS originel et Mamadou Lamine Dianté du CUSEMS officialisent leur adhésion à la coalition gagnante Wattu-Sénégal en vue des prochaines législatives, même s'ils n'ont pas le mandat de la base. Selon Zoumarou, le choix s'explique par le vœu de l'actuel régime de tuer les syndicats des enseignants. Des propos recueillis par Adi Atala. Au sein de cette coalition, nous nous disons que c'est la coalition des enseignants, la coalition de ceux-là qui se battent. Nous avons fini de comprendre, après avoir opté pour la position de neutralité, qu'il nous fallait aujourd'hui, avec du recul, prendre notre courage à 2 mains pour dire qu'en fait, il nous fallait prendre parti. Et ce parti-là, c'est être du côté de ceux-là qui font face au régime de Macky Sall. Nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir la majorité ou bien d'avoir tout le monde avec nous. Ça vraiment, je crois que moi en tant que syndicaliste, je ne rêve pas de diriger un syndicat monocolore où tout le monde a la même vision politique, la même pensée. Non, il y a toutes les sensibilités politiques. Mais ce que j'ai pu vous dire, c'est que la majorité de nos camarades est avec nous. Et mieux encore, quand nous avons été investis dans cette liste, mais moi j'ai reçu des appels téléphoniques, des gens qui me disent nous, on n'était même pas dans votre organisation syndicale. Mais dès lors que vous êtes investi dans la liste de la coalition gagnante, c'est que déjà, nous sommes avec vous. Les écologistes de Kolda crachent sur la liste d'investiture de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal. Ils ont claqué la porte de cette formation politique, réaffirment leur ancrage dans Benno Bokk Yakaar. Nous écoutons les explications d'Elhadji Hamidou Diallo, secrétaire général de la Fédération régionale des écologistes de Kolda. Il est interrogé par Abdoulaye Diallo. Nous avons constaté l'investiture dans le département de Kolda de candidats dits de la FEDES, la Fédération départementale des écologistes de Kolda, qui est faite de manière discrétionnaire, unilatérale. Nous l'avons déploré
en force et contestons cette forfaiture avec la dernière énergie. En effet, la FEDES, parti écologiste, prône un processus de démocratie responsable. La doctrine de l'écologie politique n'est pas seulement d'être incompatible avec les modèles de système de production des richesses actuels des capitalistes. Nous, écologistes de Kolda, militons pour une large coalition afin de faire élire des parlementaires capables de maîtriser les enjeux et autres mécanismes de la participation citoyenne, en vue d'interpeller l'exécutif sur des questions spécifiques touchant le vécu quotidien de la masse populaire. À cet égard, la liste départementale de Kolda ne peut engager la responsabilité politique de la Fédération départementale de Kolda, dont les responsables légaux ne sont ni à l'élaboration de la stratégie politique, ni à l'exécution de ce programme dans le département. Dès lors, permettez-moi de déclarer ici, haut et fort, l'ancrage de la Fédération des écoles de Kolda dans le Benno Bokk Yakaar que nous avons participé à fonder. Je vous l'annonçais dans les titres, la notion de secret défense, la précarité dans la presse, des points qui divisent après l'adoption du nouveau code de la presse. Par contre, les acteurs du milieu saluent l'initiative, s'il est appliqué et respecté. Là-dessus, nous écoutons ce reportage signé Fatou Kinedem et Modou Diop. Un secteur assaini, rien qu'avec des professionnels. Enfin, un dispositif juridique pour exercer le journalisme, et ce, dans les règles de l'art. Saluer d'abord ce nouveau code de la presse, parce qu'il va contribuer en fin de compte à l'épanouissement de la profession de façon générale. N'importe qui ne pourra plus embrasser le métier et de nouvelles règles seront fixées pour obtenir la carte nationale d'un code de presse. Un point qui divise, la notion de secret défense. Si le secret défense aussi va jusqu'à peut-être constituer un obstacle pour l'accès à l'information, qui est un droit du public et des citoyens, cela pose un autre problème. Quand on nous dit que non, on ne peut pas parler d'un dossier qui est en instruction ou bien un dossier d'enquête, ça peut poser problème. Si maintenant on donne le pouvoir à l'autorité administrative, c'est-à-dire au gouverneur, au préfet et au sous-préfet d'avoir la possibilité de fermer un organe de presse, ça peut être une porte ouverte à tous les abus et c'est une disposition qui peut entraver la liberté d'expression. Les amendements, la précarité de la presse, notamment, un problème loin d'être réglé par le code. Les journalistes, s'ils ne sont pas bien rémunérés dans les organes respectifs, mais ils sont obligés de prendre les per diem à l'extérieur. Parce que dès l'instant où tu envoies un journaliste sans même lui donner le transport, il va à pied. Tu crois que si on lui donne un PGM, il va hésiter? Ce qu'on doit faire, c'est aller vers de nouvelles négociations en ce qui concerne la convention collective des journalistes qui date de 1993. Le contexte de 1993, on ne peut pas l'appliquer à la réalité de 2017. Le code de la presse, finalement, adopté par l'Assemblée nationale après 10 ans de marathon, reste maintenant son application en espérant un avenir meilleur pour les professionnels. Le CNRA en conclave ce mercredi autour du thème responsabilité des médias en période électorale, des innovations du code électoral ainsi que des dispositions pour la couverture médiatique ont été abordées. Compte rendu signé Dissa Prera et Modou Diop. Comment éviter de tomber dans le piège de la propagande en cette période de pré-campagne? Comment, face à 47 listes, le journaliste peut faire de l'éthique et de l'équilibre, le tout en respectant les lois et règlements? L'éthique, c'est de faire de la politique. Donc là, chaque acte posé par un politique va dans le sens de faire une campagne. Donc, quelle que soit la période. Donc là, tout acte posé par une autorité politique, c'est dans le sens de massifier, donc c'est dans le sens donc, de faire connaître son parti. Donc là, ce qui intéresse, parce que donc là, vous pouvez couvrir, mais ce qui intéresse, c'est de ne pas violer les dispositions qui sont dans le code électoral. Parce que quand même, c'est ce que le code électoral interdit que le CNRA verra à appliquer. Donc le code électoral dit qu'en période de pré-campagne, ce qui est interdit, c'est la manifestation de soutien. Donc ce qui fait que, effectivement, comme on a dit, par toute forme, encore une fois. Donc ce qui fait que le journaliste, en couvrant ses activités, doit faire de sorte que toute manifestation de soutien ou bien déclaration de soutien ne puisse pas apparaître dans ce qu'il va proposer aux téléspectateurs ou bien donc aux lecteurs ou bien aux auditeurs. La pré-campagne, la campagne et la pré-campagne, trois périodes dans lesquelles les journalistes interviennent, des moments sensibles où leur attention, leur neutralité sont encore plus requises. D'après ce journaliste formateur,
il faut davantage faire preuve d'honnêteté. C'est difficile de faire une campagne, quelle qu'elle soit, même pour 2 candidats, pour 3 candidats, c'est toujours difficile. Mais ça l'est évidemment beaucoup plus cette fois-ci. D'abord parce que vous avez évidemment l'obligation d'être plutôt équitable, parce que être extrêmement équilibré, ce sera difficile. Mais au moins, il y a des moyens d'être équitable. Autrement dit, il n'est pas question dans une affaire comme ça de se pratiquement s'orienter vers une seule direction et puis s'en tenir à cela. Que ce soit durant cette campagne, la campagne électorale qui s'ouvre le 9 juillet et l'après-vote, le CNRA va veiller scrupuleusement sur les dispositions édictées par le code électoral. Le président Macky Sall a attendu ce jeudi à Saint-Louis. Il va soutenir les 629 pêcheurs rapatriés de la Mauritanie depuis plus de 3 mois. Les pêcheurs saluent cette décision et attendent encore d'autres mesures pour redynamiser la pêche à Saint-Louis qui est dans une situation très difficile à cause du manque d'infrastructures et du problème de la brèche. Un reportage signé sur place Ousseynou Diop et Habib Seck. Le président Macky Sall est attendu ce jeudi à Saint-Louis. Il va procéder à la remise de matériel et d'enveloppes financières pour aider les pêcheurs guindariens rapatriés de la Mauritanie. Depuis plus de 3 mois, les pêcheurs du Nord sont confrontés à d'énormes difficultés. La pêche est au ralenti, mais avec cette aide du chef de l'État, c'est un ouf de soulagement. On peut dire que la Mauritanie a renvoyé tous les pêcheurs sénégalais. Nous avons laissé tout nos matériels dans ce pays. Des milliers de pêcheurs rapatriés de la Mauritanie et issus des quartiers de Santhiaba, Guendar, Hydrobase ou dans le Gandiolé vivent d'énormes difficultés. L'arrivée du président Sall dans la ville de Saint-Louis sera une occasion de les soulager. Ce que le président Macky Sall veut faire est un ouf de soulagement pour nous les pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui ont laissé leur moteur hors bord là-bas. D'autres par contre ont laissé leur pirogue et la plupart ont laissé tout le matériel de pêche. Et il faut le dire, les pêcheurs guindariens sont très courageux. Si le président Macky Sall apporte aujourd'hui son soutien, on peut dire que c'est une bonne chose. À Saint-Louis, les pêcheurs de Guendar ont aussi fait des plaidoyers pour la redynamisation du secteur de la pêche. Bon, mais nous attendons toujours les grandes déclarations du chef de l'État dans la mesure où Saint-Louis manque de tout, de la pêche. Également, nous manquons d'usines de conservation et de transformation moderne. Donc nous en avons besoin. 629 pêcheurs sont recensés et vont bénéficier du soutien du président de la République Macky Sall. Ils retrouveront le sourire après plus de 100 jours passés au pays sans leur matériel de pêche. À Linguère, la ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, se dit satisfaite de l'état d'avancement des travaux du ranch de Doli. Elle s'est exprimée lors de sa visite technique sur place pour s'enquérir de la situation des travaux du mur de clôture et des travaux de réhabilitation du ranch. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Modou Baye. De venir donc nous enquérir de la situation des travaux qui sont entamés depuis bientôt 2 ans et qui doivent normalement arriver à leur fin. Comme vous le savez, c'est un mur de 120 km qui a été érigé. Je pense que d'ici le mois de juillet, la fin du mois de juillet, les entrepreneurs ont promis de finaliser les 5 km qui leur restent et également de faire les finitions, en tout cas au niveau de tous les travaux. Nous avons également visité le château d'eau et donc le forage qui a été mis en place dans le cadre du PUDC, avec une capacité donc de 1000 m3 le château d'eau et une capacité également de production d'eau de 200 m3 d'eau, 200 m3 heure. Je pense que nous aurons suffisamment d'eau pour l'abreuvement du cheptel, mais pour le développement même d'autres activités liées à l'élevage. Et vraiment, nous sommes très satisfaits de la qualité des travaux que nous avons pu visiter. Nous allons à Ziguinchor avec ce mouvement d'humeur du personnel du groupe Yavuz Selim. Les travailleurs brandissent des pancartes dans les locaux de l'établissement pour dénoncer leur licenciement brutal et sans notification. Ils n'excluent pas de saisir la justice. Écoutons à ce propos les complaintes des travailleurs. Leur porte-parole Harouna Alassane Sissé s'en explique au micro de Boubacar Diassi. Le personnel de Yavuz Selim a été limogé par le directeur lui-même, qui est venu nous informer que Yavuz Selim est sur le point d'être vendu.
Donc, il reste que la signature des contrats qui va se terminer dans une semaine. Donc, vraiment, notre inquiétude, c'est-à-dire on ne sait pas là où on doit chercher de l'emploi. Le peu qu'on gagne ici, c'est avec ça qu'on s'est démerdé pour pouvoir gérer notre famille. Donc, actuellement, si le groupe Yaousilim nous libère, ça sera une dislocation de notre famille. Ça, vraiment, ce sont des conditions que vraiment nous condamnons dans toute notre jeunesse. On ne nous a pas fait une notification. Le directeur nous a donné l'information oralement. S'il le faut même, on risque d'aller jusqu'en justice pour que notre droit soit rétabli. Parce que ce qu'on a fait 9 mois avec eux, les autres ont fait 3 ans avec eux, les autres ont fait 4 ans avec eux. Donc on ne doit pas se lever un beau jour, on nous libère comme ça. Puis saisi au téléphone par nos correspondants sur place, M. Bilal Assiel, le directeur de l'établissement absent de Ziguinchor, a promis dès son retour de donner sa version des faits. Il a toutefois indiqué qu'il était sur le point de saisir l'inspection du travail en vue de la régularisation de la situation de son personnel avec la cession définitive du groupe scolaire. Thiès a abrité la 25e édition du concours sous-régional de récital de Coran, placé cette année sous le signe de la paix et de la lutte contre le terrorisme. L'Union des jeunes musulmans du Sénégal exhorte l'État du Sénégal à travailler pour l'organisation d'un concours international de récital du Saint-Coran. Reportage signé sur place chez Ranta Diop et Seyla Tire. La 25e édition du concours de récital de Coran de Thiès a vécu sous le signe de la paix. Cette cérémonie de distinction des meilleurs talibés a vu la participation de plusieurs autorités. Les jeunes musulmans sénégalais ont le devoir de sauvegarder ce riche héritage qui est le socle sur lequel repose la paix et la stabilité de leur pays. Je salue toute la jeunesse sénégalaise dans la préservation de cet enseignement coranique. Grâce à ces chefs religieux, à ces daras partout dans le Sénégal qui prennent soin des enfants de Sénégal, des jeunes âges. Et voici les résultats. Je tiens à remercier mon grand frère ici, Cheikh Ahmed Saloum Diang, de m'avoir invité. Quant au président de l'Union des jeunes musulmans du Sénégal, il abondera dans le même sens. Pour lui, le choix porté sur le regretté khalife général des Tidjanes, Cheikh Ahmed Tidjane Sy Al Maktoum, mérite d'être présenté aux jeunes afin qu'ils leur servent de modèle et de repère. Je suis parmi les leaders d'opinion, porteurs de voix, religieux, qui apprécient beaucoup ce que le chef d'État est en train de faire pour le Coran et pour les foyers religieux du Sénégal et pour l'enseignement arabo-coranique. Parce que depuis l'indépendance du Sénégal, c'est la première fois que le bac arabe est accepté dans les universités sénégalaises. Les portes de étaient fermées devant les Arabiens, mais ça a été rouvert grâce au président Macky Sall. Il est en train aussi de s'occuper des foyers religieux du Sénégal. Donc nous saluons tout ce qu'il fait pour l'islam. Tout ce que nous faisons ici, nous le faisons avec nos propres moyens, avec des participations significatives de gauche et de droite. Donc c'est pour cela que c'est une initiative locale, mais nous comptons, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, ça va s'améliorer, Inch'Allah. Le président de l'Union des jeunes musulmans du Sénégal n'a pas raté l'occasion pour lancer un appel aux autorités étatiques pour qu'elles travaillent à l'organisation d'un concours international de mieux dans le monde musulman. La 36e édition de la fête de la musique au Sénégal, l'événement qui coïncide avec le mois de Ramadan est célébré dans la simplicité. L'occasion est saisie par les acteurs culturels pour réfléchir sur le développement du secteur de la musique. Cette année, l'accent a été mis sur l'hommage rendu au maître de la Kora, Samba Diabaré Samb. Compte rendu signé Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Quand la musique est célébrée dans la sobriété, le rituel laisse la place à des débats de haute facture, parfois avec d'autres prestations. Avec un parterre d'acteurs culturels et des mondes des arts, la musique et tout ce qui gravite autour était à l'honneur cette année. La fête est célébrée au Sénégal dans un contexte particulier. Il faut se rendre compte de l'aspect de quelle musique est-ce qu'on parle. La musique, c'est une diversité sur laquelle on peut retrouver d'autres sensibilités ou d'autres styles qui tous appartiennent à la famille et qui peuvent être exprimés, même en période de Ramadan, parce que la période de Ramadan, c'est la période qui coïncide généralement au repos et à la restauration du répertoire des artistes. 36e édition sous le thème « Pour la fête de la musique, fête de la musique ».
Au Sénégal, l'occasion est saisie pour réfléchir sur la préservation du patrimoine culturel national. En tant que nation, il est fondamental chaque fois de comprendre comment est-ce que les communautés sont régulées, comment est-ce qu'elles fonctionnent, quelles sont leurs références. C'est cela qui permet en tout cas de développer une approche de développement qui soit cohérente et pertinente, parce qu'autrement, on y va dans tous les sens. Et donc, réfléchir par rapport à cette problématique déjà permet d'interroger la pertinence de nos politiques. La fête de la musique au Sénégal, c'est aussi un vibrant hommage rendu à celui que l'on surnomme le maître de la Kora, El Hadji Samba Diabaré Samb. Aujourd'hui, nous voulons avoir des jeunes qui sont en cohérence mentalement avec nos valeurs culturelles. Il faut que ces jeunes soient irrigués et que leur mentalité soit irriguée de notre imaginaire réel. S'ils n'écoutent pas Samba Diabaré Samb, ils vont écouter d'abord d'autres choses. Nous préférons qu'ils écoutent d'abord les classiques de ce pays avant de s'ouvrir, comme le disait le président Senghor, enracinement et ouverture. Fête de la musique, 36e édition. Depuis 1982, cet événement initié par le ministre français Jacques Lang est célébré à travers le monde. Des moments pour discuter, mais aussi pour faire de la musique. L'actualité internationale qui nous mène au Bénin, en RDC, en France et en Côte d'Ivoire où plus d'un millier d'enfants retrouvent leur famille après 6 ans d'exil forcé au Libéria du fait de la crise post-électorale. C'est un récit signé Daniel Diouf. Nouveau départ pour plus d'un millier d'enfants ivoiriens qui ont été séparés de leur famille après avoir fui le pays pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011. 6 ans plus tard, c'est le moment des retrouvailles pour certains d'entre eux qui ont passé la moitié de leur vie au Libéria. Les familles sont enfin réunies. Le retour des enfants a été organisé par le Comité international de la Croix-Rouge. Quelques 220 000 Ivoiriens ont trouvé refuge au Libéria à la suite du conflit post-électoral de 2011 qui a fait environ 3 000 morts. Lors de cet exode, plus de 1 000 enfants ont été séparés de leur famille. Au Bénin, les réformes économiques lancées depuis 1 an par le président Patrice Talon suscitent de vives inquiétudes. Ces détracteurs dénoncent des privatisations sauvages dans des secteurs clés comme le port de Cotonou et la filière coton. Le gouvernement a décidé de confier la gestion du port de Cotonou, poumon économique du pays, à un mandataire privé. Cette mesure, la présidence béninoise l'explique par une volonté de positionner le port de Cotonou comme un modèle de référence dans la sous-région. Ce port qui rapporte 80% des recettes fiscales du pays. Journée politique décisive et riche en rebondissements en France. D'abord un remaniement ministériel survenu ce mercredi suite aux législatives de dimanche dernier. Ensuite, des départs de poids lourds du gouvernement, dont celui du garde des Sceaux, François Bayrou, et de la ministre des Affaires européennes, Marielle de Sarnez. Ils sont tous deux visés par une enquête préliminaire concernant les assistants parlementaires de leur parti au Parlement européen. 2 démissions qui surviennent après celle du ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand, et celle de la ministre des Armées, Sylvie Goulard. Enfin, les Bakolo Music International, des vétérans de la rumba congolaise, remontent sur scène. On les voit sur ces images pour le festival Jazz Kiff de Kinshasa avant un concert annoncé à l'étranger au festival des 5 continents de Martigny en Suisse le 24 juin prochain. Le premier concert pour eux depuis 2003. Leur leader, Bikunda, qui aura 80 ans l'année prochaine, a fait ses classes avec le grand Wendo Kolosua, que l'on voit sur ces images, souvent reconnu d'ailleurs comme le père de la rumba congolaise. La page des sports avant l'invité du 20h en tournée africaine. Le club français, l'Olympique de Marseille, a fait escale au Sénégal. Très populaire au pays de la Teranga, l'équipe championne d'Europe 1993 cherche à créer et développer une filière au Sénégal. Pour cela, il est en pourparlers avec l'Académie Djambar de Sali pour un partenariat. Ils étaient en conférence de presse hier, compte rendu signé Cher Salibou Diarra et Younous Diatta.
Une filiale de l'Olympique de Marseille au Sénégal, le projet en gestation avec l'Académie Diambar de Saly. Le président du club français en visite au pays dit être en discussion avancée avec son homologue sénégalais. Les jeunes qui ont été formés à Diambar, par exemple, sont des jeunes qui ont un potentiel incroyable et on a envie de leur donner leur chance et de les accompagner et d'être avec eux et de faire en sorte qu'ils puissent un jour, s'ils le souhaitent, s'intégrer à ce club de l'Olympique de Marseille, dans un partenariat équilibré et avec Diambar. Voilà. Le modèle de la collaboration reste à définir avant une probable signature de partenariat. Diambar est une structure qui existe, qui a sa notoriété, qui est aujourd'hui internationale. Diambar ne va pas se fondre dans l'Olympique de Marseille. C'est quelque chose qui est clair de la part des dirigeants de Diambar. Mais ça n'empêche pas que nous puissions être ouverts. Et donc, le modèle Génération Footmec, c'est un modèle excellent, qui marche, qui a fait ses preuves, qui donne des résultats. À nous d'imaginer notre propre modèle pour être au moins aussi efficace. Donc on souhaite absolument bâtir notre propre modèle avec des gens avec lesquels on partage des valeurs communes, des objectifs communs, et c'est effectivement le but des discussions et des contacts que nous avons avec Diambar. Le président de l'Olympique de Marseille, qui a mesuré la popularité de son club au Sénégal, n'exclut pas de mener d'autres projets ici, pour le plus grand bonheur des fans. Pour en avoir parlé avec eux, que beaucoup de joueurs seraient extrêmement heureux de venir ici jouer un match. C'est certain. Et donc, voilà, on va regarder. Après, vous le savez, il y a énormément de contraintes, ce que disait Basile tout à l'heure. La délégation de l'Olympique de Marseille, qui compte dans ses rangs l'ancien international français Basile Boli, va poursuivre sa tournée en Afrique dès mercredi prochain. Prochaine étape, le Cameroun. Puis le défenseur international sénégalais Adam Beng annoncé au Stade Malherbe de Caen. Néanmoins, Sayer Seck, le président de l'Académie Diambar, tempère et révèle ne pas être en contact avec l'équipe de Ligue 1 française pour le moment. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Younous Diatta et Cheikh Sadibou Diarra. J'attends, je l'ai lu comme vous dans l'équipe. Pour le moment, j'attends les contacts de Caen. J'ai vu aussi d'ailleurs dans la page Facebook que Monaco avait mis 7 millions sur Adam Beng. J'attends pour le moment. Pas encore de contacts? Non, pour le moment, les contacts ne sont pas encore établis. Je pense qu'ils ne vont pas tarder. On a plusieurs contacts quand même. On a beaucoup de contacts, surtout d'agents qui viennent se renseigner sur Adam Beng, qui demandent des mandats pour Adam Beng. Pour le moment, il n'y a rien de concret